1981. Janvier 1981. Sortie de 7 jours en Inde. 6 janvier 1981. Dernière lettre d'appel à Rijuta. 22 janvier 1981. Lettre personnelle. Il y a eu beaucoup de griffes invisibles au moment de la bataille de Rijuta, entre guillemets. Et puis maintenant, c'est comme si tout était retombé. Ils ont avalé leur proie. J'avais écrit une dernière lettre à Rijuta pour tenter de la sauver, elle en tant qu'être, pas par rapport à l'agenda, mais la formation ashramite a été plus forte. C'est une pieuvre. Exactement ce que Mère décrivait quand elle parlait des églises catholiques. La même sensation du même ordre. Quelquefois, je me demande si, le 13e tome sorti, je ne devrais pas lancer un final défi à un j'accuse à la Zola qui détruira à tout jamais leur tentative de religion. Nous verrons. Ça te prenne. 28 janvier 1981. Lettre à Kirit. Le plus tôt nous pourrons tenir cette première réunion du Conseil, le Conseil international d'Auroville, et le mieux ce sera. Madame Zivkova est un personnage crucial et central de ce conseil, et elle doit venir physiquement à Auroville. Un lieu où quelques jeunes étudiants de l'Orient ou de l'Occident, de derrière le rideau de fer et tous les autres rideaux, essaieront d'abord de comprendre, puis d'expérimenter le moyen de produire une espèce nouvelle au milieu de ces homo sapiens désespérés et autodestructeurs. C'est là un problème réellement international. Et tous, quelle que soit leur croyance ou non-croyance, peuvent se mettre d'accord sur cette nécessité d'une évolution expérimentale. Non pas une nouvelle idée parmi les milliards d'idées pourrissantes, mais un nouveau dynamisme, une nouvelle expérience d'évolution humaine, un nouvel espoir dans ce monde, sinon sans espoir. Comment produit-on le prochain homme ou le prochain être sur la Terre? Alors tous les rideaux tomberont devant le vrai problème. Et permettez-moi de souligner, il ne s'agit pas du tout de millions de dollars ni de millions de roubles. L'argent est une chose pourrissante. Auroville n'a pas besoin d'être riche, au contraire, ce serait une calamité. Ce n'est pas un appel d'argent qu'il faut, mais un appel de sang nouveau, prêt à expérimenter sur le terrain, et juste assez d'argent pour continuer. Qu'Auroville grandisse spontanément et fasse pousser sa propre nécessité autour de ce fait central d'une poignée de jeunes de toute nationalité qui essaient, qui sont prêts à tenter cette aventure inconnue. Alors, Mère se saisira de ces quelques cœurs et de ces bonnes volontés et en tirera des résultats inattendus, sans commune mesure avec notre petit effort. Car c'est l'heure où même un petit effort peut avoir des résultats formidables et foudroyants. Oui, nous pouvons construire un pavillon pour chaque pays, mais le vrai ciment de ces bâtiments est l'effort commun vers une nouvelle conscience et une nouvelle façon d'être. Les bâtiments ne sont qu'un prétexte. En fait, Auroville tout entier n'est qu'un prétexte et une façade pour construire une nouvelle conscience. Une fois Auroville joliment bâtie avec toutes ses avenues et ses rues et ses beaux pavillons, nous pourrons aller construire un autre Auroville ailleurs dans le monde. Parce que c'est le fait de construire qui est nécessaire, pas la ville. Nous construisons un autre être avec beaucoup d'amour. Ça te prenne. 19-24 février 1981. Delhi, Lucknow, Madame Zivkova. 20 février 1981. Lettre aux Aurovilliens. Delhi. Mes amis et frères, je veux de vous une compréhension plus profonde.
Nous ne sommes pas là pour des petites choses, ni même pour un grand Auroville, mais pour quelque chose de plus essentiel. Certainement, le premier but est de prêter notre corps et notre âme à la force nouvelle pour qu'elle puisse remodeler notre humanité. Mais Auroville a aussi un sens mondial. Cette nouvelle humanité, quelle qu'elle soit, n'est pas un accomplissement personnel, ni même un accomplissement de groupe. Cela concerne l'humanité tout entière. Si notre monde éclate en morceaux, alors il n'y a plus d'humanité. Des puissances gigantesques s'affrontent. Que pouvons-nous y faire? Que peut y faire Auroville? C'est là où il faut que vous compreniez un peu le sens mondial d'Auroville au-delà de nos petites affaires. Et je dis que nous pouvons faire quelque chose. Par une grâce unique, sans précédent dans l'histoire récente, le soi-disant rideau de fer s'ouvre pour nous. Madame Zivkova se rend à Auroville. Mère avait longtemps prié pour une pareille occasion. Dans son agenda, elle a dit et répété qu'Auroville est une occasion donnée à l'humanité d'éviter une troisième guerre mondiale. Alors, comprenez dans votre cœur et votre corps le sens profond, le sens vaste de cette visite de Madame Zivkova. Ne parlez pas de petites choses, ne pensez pas de petites choses, pensez à la grande chose, la grande occasion. Ayez une vraie prière dans votre cœur. Élargissez votre petit horizon et montrez-vous à la hauteur. Vous le savez, nous sommes là pour marcher sur un chemin nouveau dans notre propre conscience corporelle. Nous sommes là pour ouvrir notre petite humanité à une nouvelle expérience. Il ne s'agit pas de croyances, ni de dogmes, ni de philosophie, ni de politique. Cela transcende toutes les idéologies, qu'elles soient capitalistes ou socialistes, toutes les religions et les athéismes, toutes les races blanches ou noires ou jaunes. Nous devons survivre, et nous ne pouvons survivre que si nous changeons notre structure humaine. Tous les êtres humains peuvent se mettre d'accord sur ce point, qu'ils soient du bloc communiste ou du bloc capitaliste. Et nous sommes là pour tenter l'expérience dans notre âme et dans notre cœur. Là, toutes les idéologies peuvent se rejoindre, toutes les croyances ou non-croyances. Et ce point de rencontre, c'est Auroville. Nous devons inviter Madame Zivkova et d'autres représentants d'Amérique ou d'Afrique, les inviter avec notre cœur le plus profond à partager cette expérience humaine, cette nouvelle évolution, et à envoyer de leur pays quelques échantillons humains qui se joindront à cette expérience. Nous ne réussirons que si l'expérience est mondiale. Le rideau de fer ou de dollars ou de bambou et tous les rideaux ne peuvent tomber que si nous trouvons le point central où toutes les barrières humaines fondent dans une nécessité plus profonde. Nous savons ce qu'est cette nécessité plus profonde et nous sommes là pour la tenter. Que la nouvelle vague parte d'au moins un point, un recoin du monde. Essayons ensemble l'être nouveau. Changeons cette vague catastrophique qui menace d'engouffrer le monde en une nouvelle vague de création et d'espoir. Au lieu de confronter les vieux fantômes internationaux de la terreur et de la guerre, confrontons notre propre humanité profonde à son propre avenir et à son propre défi. Là, nous pouvons tous nous rejoindre et nous pouvons tous essayer. C'est le vrai sens mondial d'Auroville. Ma prière brûle avec la vôtre. Satprem. 22 février 1981. Lettre à Micheline, Lucknow. Tandis que les haut-parleurs et les shanaïs retentissent sous les voûtes du palais pour accueillir Madame Zivkova, que j'ai rencontrée avant-hier à Delhi, j'essaie de rassembler quelques bribes de pensées claires pour vous donner des nouvelles. Quel cirque! Je repars demain sur Delhi-Bangalore et nos montagnes. J'ai fait une importante découverte. Pas nouvelle exactement, car je le soupçonnais intérieurement, mais les faits matériels sont très parlants. Je croyais donc que Delhi, nos amis,
avaient un certain pouvoir du fait de leur intimité avec Indira, et qu'ils ne se servaient pas de leur pouvoir ou qu'ils avaient peur de s'en servir, d'où ma rage, entre guillemets, et mes coups de poing sur les murs. Et puis je m'aperçois qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et non seulement ils ne peuvent rien, mais Indira elle-même n'a pas de pouvoir. Ils sont assiégés par 1 million et des millions de petits Navas qui se sont installés partout et dans les moindres recoins, du haut en bas, durant le précédent régime. Pas une seule décision directe du Premier ministre n'arrive à exécution sans être immédiatement bloquée, tordue. Et quand on a surmonté 10 barrières, il y en a 10 000 autres qui se dressent. La justice, les finances, le commerce, la police, tout est entre les mains d'une formidable mafia débordante d'argent. Ce n'est pas Indira qui a le pouvoir, c'est Navajata & Co. C'est une hydre à des milliers de têtes. Il faut qu'Indira mette le poing sur la table, ce qui n'est pas sa nature, et exprime une volonté catégorique et irréductible et répétée pour qu'une seule décision arrive à exécution. Et Indira n'a pas la volonté. Quoique pour la prise de contrôle d'Auroville, elle ait été très catégorique, et combien d'obstacles ont dû être surmontés, et ce n'est pas fini. En fait, ce n'est même pas le problème d'Auroville ou de l'agenda, c'est le problème de toute l'Inde. Mais je savais très bien que Navajata était précisément le symbole de la pourriture de l'Inde. C'est tout le système qu'il faudrait changer, briser. Or, Indira a un atavisme démocratique, entre guillemets, tellement ancré que c'est un peu d'elle-même qu'il faudrait briser pour briser cette machine avec un grand M. Elle commence à se rendre compte que si elle n'agit pas, elle sera engouffrée ou paralysée par l'hydre. Et elle cherche encore des moyens démocratiques de changer la démocratie. Mais alors elle se heurte à ses propres ministres et à ses millions de fidèles, entre guillemets, qui justement sont les bénéficiaires de la pourriture démocratique. Si elle voulait toucher la sacrée machine, elle aurait non seulement contre elle tous ses ennemis, mais tous ses amis. C'est toute l'Inde qui est dans le même sac. La seule solution, c'est un coup d'État militaire, qu'elle n'osera jamais. Mais, je crois, mon espoir, mon secret espoir, est que Mère va arranger des circonstances matérielles telles qu'Indira sera obligée d'agir. Si elle n'y est pas forcée, si elle n'a pas le couteau sous la gorge, elle ne fera rien. Et l'Inde est vouée à la décomposition avec tous les petits Navas et Kunuma triomphants. Je n'ai donc plus de colère contre CPN & Co. Je me suis rendu compte qu'il faisait ce qu'il pouvait et qu'en fait il ne pouvait rien. Ce n'est pas de l'inertie, c'est de l'impuissance. On ne se fâche pas contre un paralytique. Par contre, si nous ne faisons rien ou ne pouvons rien faire, les autres ne sont pas affligés de la même paralysie. Alors là, on est un peu sidéré de leur formidable noyautage partout. Pour donner un exemple récent, je viens d'apprendre à Delhi, par Pratibha, député au Parlement et fille aînée de CPN Singh, que Purna avait rencontré une série d'hommes politiques et fait toute une campagne bien organisée politiquement avec des gens d'influence pour expliquer en tant que petite fille de maire que l'agenda était une escroquerie de Satprem, que Satprem avait illégalement fait sortir de l'Inde en contrebande les bandes magnétiques avec la complicité de certaines personnes, sous-entendu Tata, bref, que j'avais volé et déformé le message de Mère à des fins lucratives, etc., etc. Pourquoi cette campagne politique? Qu'est-ce qu'ils préparent? Il n'était pas très clairement dit, mais j'ai cru comprendre qu'ils annonçaient un vrai agenda, entre guillemets, pour rectifier l'imposture de Satprem. Et cette campagne était si bien faite, étayée, paraît-il, de preuves, entre guillemets, que non seulement Pratibha, mais CPN Singh lui-même pense en effet que j'ai fait sortir en contrebande les bandes magnétiques et que j'ai agi illégalement. Bien que naturellement ils soient de mon côté. Ils se battront de mon côté si nécessaire et sans hésitation. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Note de bas de page. 1 an plus tard, le 21 février 1982,
Nolini, le plus ancien disciple et le secrétaire de l'ashram après le départ de mère, fera cette déclaration officielle au gouvernement de Pondichéry. The agenda presents no real aspect of the mother. It gives only some distorted and scattered and out-of-focus snaps of her most external life. Wow. Traduction. L'agenda n'offre aucun aspect réel de la mère. Il donne seulement quelques clichés épars, flous et déformés de sa vie la plus extérieure. Déclaration de Nolini, donc. Naturellement, il est bien prévu que ma déclaration à la Cour suprême dans l'affaire d'Auroville sera instantanément contestée. Le témoignage d'un voleur qui a été expulsé de l'ashram au surplus n'a aucune valeur. Enfin, j'ai terminé ce cirque. Mais je rentre pour me trouver devant 400 pages d'épreuves du tome 6 à voir en quelques jours. J'achève donc cette lettre en hâte. Proposition de CPN. 200 hectares de terre en Uttar Pradesh et des fonds pour faire un vrai Auroville sans ombre, entre guillemets. Je n'ai pas bondi parce que je suis devenue plus sage. Mais j'ai répondu que l'ombre était précisément la chose à vaincre. Si elle n'est pas vaincue là, où sera-t-elle vaincue? Seule chose vraiment positive de ce voyage, ce sont mes 3 rencontres avec Madame Zelkova, une à Delhi, 2 à Lucknow. Une femme remarquable, décidément, infiniment supérieure à Indira en qualité. En fait, la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Intelligence vaste, plus vision, plus énergie indomptable et immédiate. On passe 1 heure avec elle et on sort rafraîchi. C'est elle qui donne. Une force claire, pleine de joie. Jamais mère n'a eu de meilleur instrument. Nous avons parlé de choses que je ne peux pas dire ici, mais silence. Il ne faut absolument pas que son nom soit prononcé autour de nous. Elle courrait un trop grave danger. Cette rencontre-là, c'est un cadeau de mère. Si ça existe, il y a de l'espoir pour le monde. Mais l'Inde... J'ai rencontré Pratibha, l'ami d'Indira, qui m'a fait une réponse significative. Je lui ai donc répété le danger grandissant dans lequel se trouvait l'Inde et je lui ai dit, si Indira n'agit pas vite, elle se retrouvera devant une situation incontrôlable. Réponse de Pratibha, What can we do? We have to follow the procedures. Que pouvons-nous faire? Nous devons suivre la procédure. J'ai donc appris une fois pour toutes ma leçon avec Delhi, il n'y a rien à faire. Je me fâchais quand je croyais encore que l'on pouvait faire quelque chose, mais on ne peut rien. Reste donc à se concentrer sur la seule chose que nous pouvons, tâcher d'organiser un Mira Aditi indépendant à Auroville, de façon que l'agenda ne soit pas à la merci de ces politiciens. Note de bas de page, Mira Aditi, le trust qui sera officiellement créé 1 mois plus tard pour la diffusion de l'agenda en Inde. C'est Michel Dagnino puis Patrice Marot qui en prendront la direction avec efficacité. Mais oui, Micheline, je comprends bien ce que tu veux dire et ce que Carole voudrait. Une émission, Bernard Pivot, à la télé, sur le mental des cellules. Mais recommencer ce cirque. Mon corps n'est plus du tout ce qu'il était en 1977. Tu comprends? Pour dire les choses simplement, je voudrais terminer aussi vite que possible le 12 et le 13. Après, ce sera du rabio. Et mon Dieu, je serai disponible, mais il faut que je termine ma tâche première. Il faut que j'aille jusqu'au bout de cet agenda. Ça te prenne. 4 mars 1981. Fin du tome 11, expédié à Paris. Lettre à C.P. Singh, traduite de l'anglais. Très cher compagnon, oui, nous sommes inséparables. C'était bon de vous rencontrer. Nous sommes liés par le message de mère. S'il n'y avait pas cette œuvre et ce message, la vie serait quelque chose de vraiment misérable. Franchement,
S'il n'y avait pas mère, je partirais. J'ai encore 2 tomes à terminer. J'ai senti votre fatigue à Lucknow et aussi votre blessure. J'en suis profondément désolée. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque dans cette vie, j'ai trop souffert moi-même. Mais mon cœur est pur, vous le savez. Ces temps derniers, j'ai été très inquiet de la tournure des choses et donc très impatient, fâché même, ce qui est une faiblesse. Je sens beaucoup que mon temps est court, peut-être même très court. Cela fait 8 ans maintenant que je travaille sans relâche et j'ai traversé bien des angoisses. Il y a une profonde fatigue, une lassitude. Je suis toujours prêt à me battre, mais cette dernière bataille dans le marécage sordide de ce pays m'a usé. J'aurais aimé pouvoir vous expliquer les raisons de mes doutes et de mon impatience. Jusqu'à ce voyage à Delhi, je pensais que nous avions le pouvoir, mais que nous ne nous en servions pas ou avions peur de nous en servir, d'où mes coups de poing aux portes. Mais j'ai découvert que nous n'avions aucun pouvoir. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Il n'y a pas un seul ministère qui ne soit complètement infiltré par nos ennemis. Peut-être pas un seul ministre ou secrétaire qui n'ouvre ses portes et ses oreilles à l'ennemi. Nous sommes paralysés. Lorsque j'ai compris cela, ma colère est partie. L'Indiraji n'a pas eu le courage de nettoyer les écuries. Le seul bien qu'on puisse dire d'elle, c'est que ce serait pire sans elle. Mon seul espoir maintenant est que Mère crée des circonstances intolérables ou même écrasantes qui obligeront Indiraji à agir, sinon c'est sans espoir. Elle n'a ni le courage ni la volonté. Elle veut suivre la procédure, comme dit Pratibadi. Mais elle sera détruite par cette procédure et ces millions de traîtres qui l'entourent, à moins que Mère ne vienne lui donner un coup de main, brutal peut-être. Telle est la leçon que j'ai apprise de ce voyage alors. Maintenant, je ne sais plus de demander pourquoi ne faisons-nous pas ceci ou cela. Je sais que nous ne pouvons pas faire. C'est simple et tragique. Vous sentez certainement comme moi. La seule chose à faire maintenant, c'est de me hâter de terminer mon travail pendant qu'il me reste du temps. Cela demeurera pendant des décennies, le reste passera. Je suis toujours avec vous. J'ai appris ma leçon. Il ne reste que l'amour dans mon cœur. Je vous embrasse, mon compagnon inséparable. Satprem. 7 mars 1981. Attaque cardiaque. Je refuse de mourir. 10 mars 1981. Lettre à Alain Bernard, Auroville. Tu es souvent dans ma pensée, bien que je n'ai guère le loisir d'écrire. Même aujourd'hui, je suis obligé de dicter cette lettre à Sujata parce que je ne suis pas en très bonne santé. Tu es proche de moi, dans mon cœur et dans ma conscience. Je me soucie beaucoup pour Auroville depuis bien des années, mais plus particulièrement ces temps derniers, parce que maintenant, ce n'est plus tellement un ennemi extérieur qu'il faut affronter qu'une difficulté intérieure issue des égos humains. Et s'il y a l'ego, il y a la graine de la décomposition. Tout le monde semble dire « moi je pense, moi je sens, moi je crois, etc. » Ce n'est rien que du vent mental désordonné. Mère a tellement dit « il faut se laisser aplatir jusqu'à disparition, il faut abdiquer la petite personne, sinon c'est la vieille ronde qui continue et continue. » Je comprends bien que cet égo mental est nécessaire tant qu'il n'y a rien pour le remplacer, mais au moins à Auroville, un premier effort devrait être fait pour tenter d'écouter l'âme d'abord. Au lieu de se jeter sur la première impulsion venue, on pourrait essayer chaque fois, à chaque occasion, de faire un peu de silence et d'essayer de comprendre ce que l'âme, elle, dirait. On peut essayer de faire appel à Mère dans ce silence et de comprendre ce que elle voudrait. Sinon, c'est la vieille histoire sans espoir. Certainement, le vieux système démocratique et majoritaire est un pis-aller qui doit disparaître dans le nouveau monde. L'idéal serait, évidemment, un gouvernement de sages, quelques personnes avec une vision
silencieuse et sans préférence ni désir. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés là. Mais il ne faut jamais oublier, je répète, jamais oublier que le vrai but est le seul salut, sinon c'est la course au pouvoir politique avec des petits égos grouillants et plus ou moins bien intentionnés, mais même les bonnes intentions ne valent pas beaucoup mieux que les intentions ignorantes. Dans ces dernières années, Mère disait « il faut que le règne du divin arrive, je suis pressée ». Hier soir, j'ai appris les dernières bonnes intentions d'un certain nombre d'Aurovilliens pour se débarrasser des indésirables à Auroville. Et c'est vrai, il faudra que ces mauvaises graines s'en aillent avant qu'elles ne contaminent les ignorants. En fait, l'ignorance est la seule maladie. Si l'on savait, on comprendrait, on aimerait, et les obstacles fondraient. Mais l'ignorance ne se dissipe que dans la tranquille douceur de l'âme. En attendant le gouvernement des sages, il faut qu'il y ait une voix qui puisse parler au nom d'Auroville. Et c'est notre seul salut pour l'instant. Sinon, il y aura cette Auroville-ci et cette Auroville-là, et plus personne n'y comprendra plus rien. Et finalement, ce sont nos ennemis qui en profiteront. Il faudrait tellement, tellement, que cette voix essaie d'être un peu claire et forte dans son tranquille pouvoir d'âme. La seule manière d'intégrer les esprits, c'est toujours de les mélanger à la pâte matérielle, car c'est dans la matière et dans les petites choses de la matière que les consciences peuvent se rejoindre, plutôt que dans les rigidités abstraites des petites cases du mental. Ainsi, les idéologies s'useront et se frotteront et s'adouciront au contact tranquille de la matière. Les consciences s'unissent mieux dans la matière que dans les idées, qui sont toutes fausses, tant qu'elles ne jaillissent pas de la tranquille nécessité de l'âme. Il faut que le gouvernement de l'âme naisse à Auroville. C'est plus urgent que jamais. Je vous aime, et je peine, et je travaille à vos côtés. Satprem. Lettre 11 mars 1981. Lettre de Sujata à Micheline. Êtes-vous mieux? Plus de grippe, j'espère. Parti volatilisé. Mais ne serait-ce pas mieux si vous, pouvait se reposer sans avoir besoin du prétexte d'une maladie? Mais curieusement, j'ai constaté que la plupart du temps et chez la plupart des gens, ce mental physique n'arrive pas à démordre des soucis. Il a besoin que le corps soit malade pour laisser la paix à l'être. Curieux. Je constate le même phénomène chez Satprem. Je vais vous dire. Le 7 mars, juste midi sonné, il a subi une crise de cœur. Jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'était touch and go, c'est-à-dire la situation très précaire. Son cœur a voulu lâcher, la mort était en face. Mais une profonde volonté en lui pour terminer sa tâche avant de quitter a pris le dessus. Il a su refuser la mort. À partir de 15 heures, la partie commençait à être gagnée. Mais c'était lent, imperceptible presque. La nuit du 7-8 était carrément mauvaise. Mais à partir de 4-5 heures du matin, le 8, j'ai eu un sentiment que ça irait, que le danger était écarté. Évidemment, il est faible comme tout. Le moindre effort le laisse haletant. Il a quand même accepté de ne plus écrire des lettres lui-même, mais de les dicter. Personne ne se rend compte de tout ce qu'il met dans ses lettres quand il écrit, de conscience, d'énergie. Enfin, une chose, la nuit du 7-8, il avait très mal au cou. Note de bas de page, plus tard je comprendrai que c'est le commencement de cette descente supramentale. Est-ce que cela veut dire que le sang n'arrivait pas à monter ou à descendre? Quoi exactement? Évidemment, la circulation était affectée. Il va mieux. Nous marchons le soir jusqu'en haut de Happy Wood. 6 juin, une note de Satprem qu'il m'a dictée ce matin. C'est à propos de la douleur à ses jambes. Sujata.
Note dictée par Satprem pour Micheline. Depuis environ 2 ans, un certain phénomène se produit très fréquemment et de plus en plus souvent la nuit. C'est comme si tous les nerfs de mes jambes me faisaient mal, particulièrement depuis le 7. C'est quelquefois une espèce de torture, comme si des centaines de nerfs étaient tirés et exaspérés, et le corps a envie de se tordre dans tous les sens pour chasser cette douleur. Quelquefois ça dure 2 heures, 3 heures et m'empêche de dormir. Il y a sûrement une origine subconsciente et un travail à ce niveau-là, mais peut-être y a-t-il aussi des moyens physiques et des causes physiques. Si un docteur un peu intelligent comprenait, il pourrait me dire ce qui aiderait un peu le corps et le soulagerait. Peut-être que ça manque de vitamines, je n'en sais rien. Je ne veux pas de drogue, mais quelque chose de simple et naturel qui remédierait à ces douleurs. Ça n'est jamais dans la journée que je sens cette douleur, c'est seulement la nuit, quand je m'allonge pour dormir. Note de bas de page, c'était le commencement de ce travail dans le corps, ou du moins, je commençais à m'apercevoir que ça travaillait. En fait, depuis 1973, ça n'a pas cessé de travailler sans que je m'en aperçoive exactement et physiquement, jusqu'à ce que les difficultés deviennent trop aiguës. 15 mars 1981, début du tome 12. Lettre dictée à Sujata pour Micheline. Veux-tu essayer d'obtenir un conseil médical, peut-être d'Egg-Perse, mais je ne voudrais absolument pas que quiconque sache mes difficultés. Je ne veux pas voir ni consulter des médecins, ni surtout entrer dans l'atmosphère médicale. Je veux seulement quelques conseils simples, ou à la rigueur quelques adjuvants pour aider le cœur. En bref, ça se présente comme cela. Depuis 2 ans environ, mon cœur tirait beaucoup, et je savais qu'il n'était pas bien. Le 7, à la fin de mon travail, à midi, j'ai commencé à sentir comme 2 lignes douloureuses qui remontaient de chaque côté postérieur des épaules, dos, vers le cou et l'occiput. C'est devenu comme 2 lignes un peu brûlantes. Note de bas de page. C'est typiquement le passage de la puissance supramentale par les grands méridiens. J'y verrai clair peu à peu. Mais ce que je dis là est exactement le schéma de ce qui continuera en s'accentuant et se précipitant et se précisant pendant X années. Puis j'ai senti cette douleur dans le cœur, comme si les valves ne fonctionnaient pas bien ou que le sang avait difficulté à circuler. Puis j'ai senti les 2 veines jugulaires, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais 2 lignes distinctes et comme un peu brûlantes et compactes qui remontaient du cou vers la partie postérieure du cerveau, semble-t-il. Bref, le sang avait du mal à monter ou à descendre, je ne sais pas. Les douleurs ont augmenté dans le cœur, et alors c'était un halètement constant, comme si j'avais beaucoup de difficultés à respirer, et comme si ça pouvait s'arrêter à n'importe quelle minute. J'ai haleté toute l'après-midi du 7 et toute la nuit du 7 au 8. Je ne pouvais pas m'allonger, parce que les douleurs augmentaient tout de suite, surtout dans le cou, où ça faisait comme un carcan. Je ne pouvais pas me tourner à droite ou à gauche parce que le cœur me faisait mal dès que je bougeais. La position assise semblait la meilleure. Il y avait aussi une sorte de fièvre, la fièvre était intermittente, qui est venue plus particulièrement dans la tête. On avait l'impression que tout ça pouvait se bloquer à n'importe quelle seconde. Voilà, en bref, la description. Maintenant c'est mieux, mais cet halètement a facilement tendance à revenir et je sens mon cœur comme un objet qui n'est pas dans son état normal, il reste fragile. Ne t'inquiète pas, on ira jusqu'au bout du travail. Quand c'est arrivé le 7, j'ai commencé par faire ce surrender, soumission. Et puis j'ai refusé le surrender, j'ai refusé de mourir. J'ai dit que je voulais terminer mon travail. Donc, si ce moment-là a été traversé, il n'y a pas de raison que je n'aille pas jusqu'au bout. Mais ça reste évidemment très fragile. Et il faudrait que je puisse consacrer uniquement mes énergies à terminer mon travail sans être trop tiré à droite ou à gauche. En fait, ce n'est ni Paris, ni New York, ni le reste de là-bas qui tirent, au contraire. Mais c'est surtout Delhi et Auroville qui donnent de la difficulté, enfin l'Inde. Si l'on regarde du côté positif, je crois que c'était un moyen de purification
que mère m'a donné pour me débarrasser d'un certain nombre d'inutilités et pour m'ouvrir un peu plus dans le sens éternel, en dehors des corps et des circonstances. Donc tout est bien. En fait, tout est toujours bien, et rien n'arrive qu'à son heure exacte. Sujata est mon cœur, et elle souffre un peu avec mon cœur, mais sa foi tranquille me soutient. Quand on fait l'addition de tout dans une vie, il reste seulement ce qu'on aime. PS, je vais commencer le tome 12 ce matin. 25 mars 1981. Nuit du 16-17 mars 1981. Vision. Je marche sur une longue passerelle dont je ne voyais pas le bout, suspendue dans le vide. Il y a à peine de quoi poser un seul pas, 12 centimètres de large peut-être. Je me vois d'au-dessus, tout petit, marchant périlleusement. Puis tout d'un coup, il y a une barre de fer grise en travers de la passerelle. Simplement une barre. Passer au-dessus est impossible. J'essaie de passer en dessous, mais en me baissant, je commence à avoir le vertige et mon cœur cogne. Ça s'arrête là. Note de bas de page. C'est le tableau exact du travail dans la matière. On ne sait pas comment passer, mais on passe quand même. 22 mars 1981. Perception que ça va devenir de plus en plus difficile à mesure que j'avance dans le 12 et le 13. Ils tenteront tout pour m'empêcher. Occultement, c'est déjà fait, mais physiquement, sur mon corps. 24-25 mars 1981. Vision. On essaie de me tuer. Cette main blanche, cruelle, qui frappe avec acharnement sur mon cou, du tranchant de la main. Toute la force du meurtre et de la cruauté froide et acharnée.